Bonsoir. Réglez le volume selon votre confort. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Écoutez en respirant profondément. Cette histoire s'intitule Un grenier à Milwaukee. Il était une fois à Milwaukee, dans une petite ville tranquille du Wisconsin, une fabrique de tabliers. Le fabricant s'appelait Fred Oesterreich. C'était un gros homme d'origine allemande, buveur de bière et quelque peu simplet. Il était marié depuis 17 ans à une dame avenante, brune et bien en chair, prénommée Walburga et âgée de 35 ans. Tous deux habitaient une affreuse petite maison de bois couleur vert olive, et depuis 17 ans, les murs de la petite maison résonnaient d'étranges clameurs. « Tu n'es qu'un porc assoiffé de bière !»« Walburga, ne pars pas, je t'aime !»« Sors d'ici, monstre, dehors !»« Ne me frappe pas, Walburga, mon adoré !» Ceci lorsque le gros homme, ayant noyé son chagrin dans l'alcool, se retrouvait en état d'infériorité. Mais il y avait aussi d'autres clameurs étranges. « Si tu m'as trompé, je te battrai jusqu'au sang. Approche et je te casserai le fauteuil sur la tête. À genoux et demande pardon à ton mari. Plutôt me jeter par la fenêtre. » Il s'ensuivait des bruits divers d'objets que l'on casse. Les voisins prévenaient la police venait s'enquérir de la santé des deux lutteurs et constatait des plaies et des bosses également réparties. Il conseillait de faire moins de bruit le soir afin de ne pas gêner le repos des voisins. Ainsi s'écoulait joyeusement et brutalement l'existence du gros homme buveur de bière et de sa charmante épouse aux formes épanouies. Et puis un jour, le silence se fit dans l'horrible petite maison couleur vert olive, car le prince charmant venait d'arriver. Hirsute, un peu bizarre, un peu jeune, 17 ans, pas très glorieux, réparateur de machines à coudre, mais un prince charmant tout de même, doué d'un pouvoir magique entre tous, celui de faire taire Madame Walburga Oesterreich. C'était en 1903. L'atelier de fabrication des tabliers Oesterreich à Milwaukee, Wisconsin, abrite une douzaine d'employés. Elles sont penchées sur une douzaine de machines vombissantes. Et une employée est debout devant une machine muette. C'est la panne. Le directeur, M. Oesterreich, est mécontent car il est avare. Et si les journées de travail pouvaient compter plus de 14 heures, il en serait personnellement satisfait. Une machine en panne, ce sont des heures précieuses perdues pour la production. La directrice, Mme Oesterreich, a fait venir le réparateur. Il entre, salue le directeur, s'incline devant la directrice, se couche sous la machine et répare en silence. Il se relève, rougit et s'en va. S'il n'avait pas rougi sous le regard brûlant et noir de la belle Madame Oesterreich, ce petit réparateur falot, hirsute et aussi pâle et aussi mou qu'un bateau de guimauve, était destiné à passer inaperçu de toute évidence. Or, voici qu'un destin fabuleux le guette. Dès le lendemain, une autre machine à coudre est en panne à l'atelier Oesterreich. Le directeur hurle « Qu'on fasse venir le réparateur en vitesse !» Sur le passage du petit réparateur, Madame la directrice se penche. « Bonjour, bonjour. Quel âge avez-vous » ? 17 ans, madame. 17 ans ? Mon Dieu, mais vous faites plus que votre âge. Dites-moi, sauriez-vous réparer ma machine à coudre personnelle ? Je ne sais pas, madame. Vous saurez, j'en suis sûre. Venez à la maison demain matin. Je serai là, nous n'avons pas de bonne. Mon mari est si avare. Je serai donc obligée de vous ouvrir la porte moi-même. Oui, madame. La machine est dans ma chambre, vous comprenez ? Oui, madame. Et je ne peux pas vous laisser seule dans ma chambre, n'est-ce pas ? Ce ne serait pas convenable, surtout à votre âge. Oui, madame. D'autant plus que vous faites plus que votre âge. Ce sera encore moins convenable. Comment vous appelez-vous ? Otto, madame. Alors à demain, Otto. Au revoir, madame. A-t-il ou non compris dès le premier jour ce qu'il attendait dans la chambre de la belle Oesterreich ? Quoi qu'il en soit, les machines de l'atelier seront très souvent en panne dorénavant. La plus malade étant la machine personnelle de Madame Oesterreich. Et au miracle, les voisins dorment tranquilles. Le gros directeur noie toujours son chagrin inconnu dans la bière, mais il ne parle plus, il ne hurle plus, et sa charmante épouse non plus. 2 ans passent,
Et soudain, l'époux s'étonne. « Walburga, tu devrais changer de machine à coudre, la tienne est toujours en panne. »« Non, j'aime bien celle-là. Mais les réparations finissent par me coûter plus cher qu'une neuve. Ça m'est égal. Et qu'est-ce que tu couds toute la journée? On ne te voit plus à l'usine. »« Je couds ce que je veux, ça ne te regarde pas. »« Walburga, tu me trompes. Grossier personnage. Je n'ai pas rencontré un seul homme depuis des mois. Tu m'insultes, puisque c'est ainsi, je pars. »« Reste. Non, je pars. » Claquement de porte, et le gros directeur se retrouve tout seul, bras ballants et stupéfait, car il n'a même pas eu la joie de livrer bataille. Comment se fait-il que la belle Walburga, 1m70, 65 kilos de chair et de muscles, ait pour la première fois refusé le combat avec son époux, 1m80, 90 kilos de graisse? C'est que, dans une petite chambrette à Chicago, Walburga et le petit réparateur de machines à coudre filent un parfait amour sous un faux nom. Tout d'abord, Walburga se penche à la fenêtre de la petite chambre et aperçoit sur le trottoir un drôle d'homme. Elle a déjà vu cette tête-là quelque part, elle en est sûre. Le lendemain, le même homme est derrière elle dans un tramway. Et le surlendemain, il la guette derrière un arbre du parc. Walburga s'empare de la petite main et de son minuscule amant et déclare: « Mon ignoble individu de mari nous fait suivre. Viens, on rentre. » De retour à la petite maison vert olive de Milwaukee, Walburga dit à son Otto: « Attends-moi là. » Elle entre en coup de vent dans le salon, saisit un chandelier d'argent et l'abat avec force sur le crâne de son mari en hurlant: « Ça t'apprendra à me faire suivre. » Cela fait, elle retourne prendre son Otto par la main, et profitant du fait que l'époux est momentanément hors des événements, il décide: « Monte dans la chambre, tu trouveras une trappe au-dessus de l'armoire. Elle mène au grenier. Il y a un vieux lit et une lampe à pétrole. Couche-toi, mais ne fais pas de lumière. Il y a une fenêtre, elle est couverte de poussière, mais ne t'en approche pas. Ne bouge sous aucun prétexte, je vais prendre une décision. » Nous sommes en 1905. Otto, le petit réparateur de machines à coudre, a 19 ans. Et, en refermant sur lui la trappe du grenier de la belle Walburga, il ne sait pas à quel âge il en ressortira. Nous sommes donc dans la situation classique et théâtrale du vaudeville début du siècle. Un mari assommé dans le salon, l'amant dans le grenier, et l'épouse aussi indigne que de mauvaise foi, attendant tranquillement la suite des événements, prête à les affronter quoi qu'il arrive. Curieusement, l'époux sort de son évanouissement complètement désespéré. « Pardonne-moi, Walburga, ne me quitte pas, ne t'en va pas, ne me laisse pas !» Mais il se traîne à genoux, et bien qu'en état de choc, cet homme n'agit pas ainsi d'habitude. Il a tendance à croire que les femmes le trouvent beau et riche, et il ne se prend pas pour une chiffe molle. Il faut croire que devant sa femme, Fred Osterreich perd tous ses moyens. Possessive, Walburga a le don d'enfermer les hommes qu'elle rencontre dans des situations morales ou physiques quasiment inextricables. Elle pardonne au mari, qui recommence à boire pour oublier, et elle va tranquillement organiser sa vie pour longtemps. Dans le grenier, Otto est installé avec un minimum de confort. Elle lui amène tous les jours d'énormes quantités de nourriture, car ce garçon maigre est doté d'un appétit étonnant. Elle le fournit en lectures diverses et lui rend visite à la moindre occasion. Otto a le droit de descendre à certaines heures dans l'appartement pour y faire une toilette rapide et vider le contenu du garde-manger, ce qu'il fait avec régularité comme un rat-de-grenier qu'il est. Détail important, la trappe de son grenier est située dans le plafond de la chambre conjugale. Le soir, lorsque les époux dorment, l'amant fait de même juste au-dessus de leur tête, séparés d'eux par un mince plafond. Le mari ne se doute absolument de rien, même s'il lui arrive parfois de dire « J'ai entendu du bruit là-haut. Est-ce qu'il y aurait des souris ?»« Je n'entends rien, tu bois trop, Fred. Tu as des bourdonnements d'oreilles. » Toutefois, Otto prend l'habitude de marcher sur la pointe des pieds dans son grenier, et Walburga lui offre une paire de chaussons fourrés. Un jour pourtant, le mari, en flânant dans le jardin, croit apercevoir une silhouette à la fenêtre du grenier. « Je t'assure, Walburga, c'était comme un fantôme.
Il y a quelqu'un. Tu es ivre, tu as des visions. Mais je t'assure. Bon, je vais voir. Alors ? Je ne vois que de la poussière et des araignées. La fenêtre est si sale qu'on ne voit même pas au dehors. Tu as des visions, Fred. C'est l'alcool. Tu devrais te faire soigner, ça devient grave. Et Walburga interdit dorénavant à Otto de s'approcher de la fenêtre à moins d'1 mètre. Problème réglé. 4 années passent. 4 ans dans le grenier de la Belle, sans que personne ne s'en doute. Otto a disparu pour le reste du monde au bénéfice de la seule passion de Madame Österreich. Cependant que la santé mentale de l'époux se détériore, il voit disparaître des restes rôtis qu'il croyait avoir rangés lui-même, il entend des voix, et se réfugie si souvent dans l'alcool que, se croyant malade, il va consulter un médecin. « J'ai des visions, ou alors la maison est hantée, je n'en peux plus. »« Déménagez, mon vieux, ou cessez de boire, au choix. » Le choix est fait, on déménage. Tout le monde déménage. La nouvelle maison choisie par le couple possède elle aussi un grenier beaucoup plus confortable que le précédent. Otto a droit à une promotion. Il a l'électricité, un vrai lit, une table pour écrire et un vieux fauteuil à bascule. De plus, la chambre des époux ne coïncide pas directement avec son habitat et le plafond est plus épais. C'est la grande vie. Il en est à sa 4e année de grenier, il a pris des habitudes. Il aime cette vie de termite protégé, nourri, pris en charge à l'abri du monde. Au fond, une grande paresse naturelle incline le garçon à se laisser mener par sa maîtresse. Il était orphelin, il a peut-être trouvé une mère. Incestueuse, certes, mais rien n'est jamais parfait dans l'existence. Fred Österreich, lui, va de plus en plus mal. Il se croyait à l'abri des visions et des fantômes dans sa nouvelle maison. Erreur. Les choses continuent de disparaître. Aliments, cigares, crème à raser, et même sa robe de chambre qui disparaît et réapparaît mystérieusement. De quoi le rendre fou. Le médecin lui conseille de voyager pour se changer les idées, mais Fred est avare. L'atelier marche bien, il s'agrandit pour devenir usine. Ce n'est guère le moment de partir en croisière. Alors, il déménage à nouveau. En apprenant la nouvelle dans son grenier, Otto n'est pas content. « C'est ennuyeux, j'ai commencé un roman. » Car il écrit, le petit réparateur de machines à coudre. Tout au long des heures de solitude, il a eu le temps de faire galoper son imagination. Et à force de lire des romans de 4 sous dont l'abreuve sa maîtresse, entre 2 étreintes, il rêve des mers du Sud dans son grenier poussiéreux. « C'est ennuyeux, j'ai commencé d'écrire l'histoire d'un aventurier des mers du Sud. »« Eh bien, tu le finiras dans ton nouveau grenier. » Otto en est à sa 7e année de grenier. Il déménage en maugréant ses petites affaires et range son nouveau domicile en rasant les murs comme d'habitude. La lumière du jour l'éblouit. Pour plus de commodité, il s'est laissé pousser la barbe et la moustache. Il a 26 ans, il est toujours maigre, toujours dévoué à l'amour de sa fougueuse maîtresse. Et à vrai dire, il ne saurait pas où aller, ni comment vivre si elle le chassait. Ce nouveau grenier est encore plus confortable que les précédents. La fortune de Fred Österreich devient sérieuse, et la maison choisie est plus grande. De ce fait, le grenier est plus haut, mieux éclairé, et Otto ne regrette pas ce nouveau déménagement. Il retrouve son lit, sa table et son fauteuil à bascule, avec en prime un vieux tapis et des coussins. Il y gagne également une amitié, celle d'un chat amoureux des greniers lui aussi, et qui va désormais partager sa vie d'écrivain. La belle Walburga a décidé que les écrits romanesques d'Otto méritaient la consécration. À peine achevés, elle les arrache des mains de son auteur, les honore d'un pseudonyme style français et en bombarde les maisons d'édition spécialisées dans ce genre de feuilleton romanesque. Et voici qu'au bout de 11 ans de grenier, le petit réparateur de machines à coudre connaît son premier succès. Les aventuriers sont à la mode en 1916. Le monde a besoin de rêver à autre chose qu'à la guerre. Capitaine Caraïbe, feuilleton interminable où se mêlent le soleil, la mer, les tempêtes et l'amour, est édité en fascicules que s'arrachent les petites ouvrières de Milwaukee. C'est la gloire dans le grenier lorsque le premier chèque arrive, et il y en aura d'autres. Walburga s'intitule Impresario, encaisse les chèques et déclare à son amant « Tu es un vrai homme maintenant, enfin tu gagnes ta vie ». C'est qu'il coûte cher à table.
le romancier du grenier. Il dévore et il ne grossit pas pour autant. Cette boulimie va d'ailleurs tout gâcher, car, malheureusement, au bout de 11 ans de bonheur et de grenier douillet, voici la fin du premier acte de ce vaudeville américain. Le décor, la cuisine. Les personnages, pour l'instant, Otto, seul avec le chat. Tous deux viennent d'apparaître en scène, ayant quitté leur grenier pour un petit goûter de 5 heures. Walburga est au jardin accueillir des roses, Fred est à l'usine. Otto fouille dans un placard à la recherche de pain d'épices et de lait, lorsque la porte s'ouvre brutalement sur le mari. « Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ?»« Moi je ne fais que passer. Vous êtes le réparateur de machines à coudre. Je vous reconnais. C'est possible, mais... Dehors. Vous relancez ma femme, c'est ça? Je suis cocu, c'est ça? Mais dites-le. Mais non, monsieur, je vous assure. Je ne faisais que passer. Dans la cuisine? Dans mon placard? Et ce chat? Qu'est-ce que c'est que ce chat? On me trompe ici. Dehors. Et tandis que Walburga pénètre à son tour dans la cuisine, un joli bouquet de roses rouges dans ses bras dodus, son malheureux amant en sort précipitamment. Propulsé, il faut le dire, par un magistral coup de pied au derrière. Fred Oesterreich, le mari, n'a toujours pas compris à ce moment-là la réalité des faits. Certes, il se croit cocu, c'est la moindre des choses, mais il imagine simplement que le petit réparateur de machines à coudre a réapparu dans la vie de sa femme. Il croit que, depuis leur première aventure et leur fuite à Chicago en 1905, ils ne se sont pas revus. Il ignore que l'amant vit dans son grenier depuis 11 ans. Il ne fait pas le rapprochement entre les mystérieuses disparitions de victuailles et de cigares et l'amant qu'il vient d'expulser. Serait-il bête, cet homme, aveugle? Il est pourtant à la tête d'une usine prospère. Il emploie maintenant plus de 100 ouvriers. Il fabrique, mieux que des tabliers, du linge de maison, des robes. Il est devenu quelqu'un dans la finance de Milwaukee. Mais c'est un buveur de bière, un peu obtus lorsqu'il a dépassé le niveau d'alcool autorisé par la loi. Walburga, ça ne peut plus durer. Tu l'aimes? Moi? Aimer se freluquer? Mais tu n'as rien compris. C'est lui le pauvre qui est amoureux de moi en silence. En silence? Dans ma cuisine? C'est un pauvre garçon orphelin. Il s'imagine que je suis l'amour de sa vie. Je ne croyais pas faire de mal en le recevant aujourd'hui. Il y a plus de 10 ans, vous vous êtes tout de même enfuis à Chicago tous les deux. Mais c'est de l'histoire ancienne. Moi j'ai oublié et pas lui, tu vois. Il ne faut pas lui en vouloir, Fred. Après tout, il a le droit de trouver ta femme jolie. Ouais, eh bien c'est fini le roman, hein. Nous partons, nous quittons la ville. Puisque c'est ainsi, nous irons nous installer à Los Angeles. Justement, j'ai décidé de m'agrandir, comme ça, nous serons tranquilles. Cette fois, le couple Oesterreich déménage sans son raz-de-grenier, car Walburga n'a pas le temps de prendre de dispositions nouvelles. Voilà le pauvre Otto Sandhuber, nu et grelottant dans la rue, comme un escargot privé de sa coquille. Que va-t-il devenir seul au monde, sans amour et sans grenier? À Los Angeles, Fred et Walburga Oesterreich installent leur pénal dans un quartier chic, sur la 9 St. Andrew Place, fortune oblige, et leur nouvelle maison est luxueuse. Durant quelques semaines, Walburga profite pleinement des joies d'une nouvelle installation, et malgré les revenus confortables de son mari, n'exige absolument pas la présence d'une domestique. Toutes les dames du quartier ont au moins une bonne, elle non. L'avarice de son époux s'en réjouit. Et lorsque Walburga découvre avec ravissement que leur demeure est dotée d'un grenier aussi vaste que l'échelle est raide, il ne se méfie pas, le pauvre. D'ailleurs, son moral est au plus bas. Le gros homme erre dans ses ateliers comme une âme en peine, n'ayant même plus le courage de jeter dehors un ouvrier qui aurait l'audace de regarder une mouche voler. Aujourd'hui, on dirait de Fred Oesterreich qu'il est dans un état dépressif avancé. À l'époque, on lui conseille de se secouer, de travailler et de prospérer, ce qu'il a de plus en plus de mal à faire. Otto, lui, a le temps de constater que les rues avaient bien changé en 11 ans, qu'il y avait de plus en plus de becs de gaz, et que pour traverser, il fallait faire attention aux voitures. Puis, il s'est réfugié à la soupe populaire, a mendié de quoi écrire, et s'est jeté dans la composition d'une lettre d'amour exaltée. Car il reste un moyen de communication pour les deux amants, la boîte postale.
où Walburga fait adresser le courrier et les chèques destinés à l'écrivain du grenier. Elle s'est empressée d'y envoyer une lettre. Ils s'écrivent donc poste restante, et les lettres enflammées se croisent inlassablement pendant près de 2 ans. Puis Walburga annonce enfin à son amant. « Tu peux venir, j'ai tout arrangé. » Si l'attente a été si longue, c'est que Walburga entendait améliorer au maximum l'existence de son amant. Côté pratique. Ayant découvert dans le nouveau grenier une partie de plancher facile à démolir, elle a fait venir des ouvriers, pendant que son mari était à l'usine. Les travaux s'effectuent lentement, car ils devaient rester ignorés de l'époux. Un placard dans la chambre à coucher dissimule à présent une entrée secrète, donnant sur un escalier, lequel monte au grenier. Une partie de ce grenier est réservée à Otto. Les ouvriers ont installé une cloison, derrière laquelle se trouve le grenier normal. Le nouveau domaine de l'amant est de ce fait un peu exigu, mais meublé avec goût. Petit lit, édredon, électricité, bureau, radio avec écouteurs et une trappe dans le toit, minuscule et invisible pour laisser passer l'air. Les murs sont tapissés, le sol recouvert de moquettes, il y a même une installation de toilette avec eau courante. En arrivant dans son 4e grenier, Otto bat des mains, et la vie reprend comme avant. À un détail près, c'est au tour de l'amant dans son grenier d'entendre parfois des bruits bizarres dans la chambre à coucher juste en dessous de lui. Or, le mari est à l'usine. Il n'y a pas de domestique, à part une femme de ménage qui ne vient que le matin. « Walburga, il y a un homme dans ta vie. » « Mais non, voyons, tu divagues. » Il n'en saura jamais plus. Court intermède sans doute dans la vie amoureuse de la terrible Walburga. 1918, fin de la Première Guerre mondiale et début d'une nouvelle existence pour les 2 amants. Fred Oesterreich, lui, va de plus en plus mal moralement. 1919, Otto a repris son activité d'écrivain. Son feuilleton des mers du Sud est inépuisable. 1920, 21, 22, amour et littérature de gare font beau ménage. L'époux voyage de temps en temps pour ses affaires. Les amants sont de plus en plus libres et, l'habitude aidant, arrive enfin ce qui devait arriver. Le 22 août 1922, après 4 années d'un grenier sans nuages, le mari, la femme et l'amant se rencontrent enfin bêtement au détour d'un couloir. Surprise! Herman Clive est le nouveau venu de ce vaudeville rocambolesque. Il est le chef de la police de Los Angeles et il contemple ce 22 août 1922 un spectacle désolant. Dans le salon rococo de la riche villa Oesterreich, un corps inanimé, une balle dans la tête, une autre dans la poitrine, aussi mort que possible, c'est Fred Oesterreich lui-même. Alors, Madame Oesterreich, que s'est-il passé? Walburga est échevelée, tremblante et sous le coup d'une terrible émotion. C'est affreux, monsieur. Un homme est entré, un inconnu. Il avait un regard terrible et un masque sur le nez. Il m'a bousculé et enfermé dans ce placard. J'ai crié, mais il a menacé de me tuer. Puis, j'ai entendu 2 coups de feu. Ce sont les voisins qui m'ont délivré et qui ont prévenu la police. On vous a volé quelque chose? Une montre ornée de diamants qui se trouvait sur la commode, c'est tout. Mon pauvre mari ne gardait jamais d'argent ici. Et mes bijoux sont dans ce coffre. Cette montre lui appartenait. Il venait de l'ôter. Vous comprenez? Il rentrait d'un voyage d'affaires. Le malheureux n'a même pas eu le temps de ranger sa valise. Le chef de la police s'entend confirmer cette version par les voisins. Ils ont entendu des cris, une bagarre, 2 coups de feu, et ont découvert Madame Oesterreich enfermée à clé dans un placard de l'entrée. Quant à l'inconnu, l'assassin, personne ne l'a vu évidemment à part Madame Oesterreich et le mort. Bizarre, se dit le chef de la police de Los Angeles. Ce placard a un verrou intérieur et extérieur. Imaginons que la dame se soit enfermée elle-même et qu'elle ait ensuite glissé la clé sous la porte. Bizarre aussi qu'un cambrioleur assassin utilise un calibre 25. Arme bien légère et bien féminine. Très peu employée, voire pas du tout. Seulement voilà, soupçonner sans preuve ne mène à rien. Herman Clive fait une enquête approfondie sur le passé de Walburga Oesterreich et apprend bien sûr à Milwaukee que le couple n'était pas idéal. Bagarre et tromperie sont la litanie des voisins.
Mais personne ne parle du grenier. Tout le monde ignore que la passion de cette femme s'est déroulée pendant près de 15 ans dans le grenier de ses maisons successives. Otto n'est connu de personne. Il faut donc bien adopter la version de la veuve. L'entrée secrète du placard de la chambre à coucher n'est même pas découverte. Fred Oesterreich est enterré. Son épouse prend le deuil et s'adjoint les services d'un avocat, Hermann Shapiro, pour gérer les fortunes de son mari, évaluées à $1 million. La vie reprend ses droits et Otto son grenier, qu'il n'a d'ailleurs jamais quitté pendant toute l'enquête. Hermann Shapiro est un excellent homme d'affaires et un bel homme. Un jour de tendresse et de bonté, Madame Oesterreich lui déclare « Hermann, mon chéri, pour te remercier de tout ce que tu as fait, j'aimerais t'offrir ceci. C'est une montre en or sortie de diamants. Mais ce n'est pas la montre de ton mari, celle que l'assassin a... » C'est elle. Et je l'ai retrouvée après le départ de la police. Elle avait glissé sous un petit meuble. Mais je n'ai pas voulu en parler. Cette histoire a fait trop de bruit. Prends-la, je te l'offre. Et j'aimerais que tu me rendes un service. Occupe-toi de vendre la maison, elle me rappelle trop de mauvais souvenirs. J'irai m'installer ailleurs, nous voyagerons ensemble. Hermann Shapiro ne se rend pas compte qu'il est lui aussi sous l'emprise de cette femme étonnante, qui, bien que vieillissante, a toujours un charme certain. La maison est donc mise en vente, et la veuve et l'avocat s'offrent un petit voyage de 2 semaines au soleil. Avant de partir, Walburga, 50 ans, la taille encore affriolante, dit à son nouvel amant, de 42 ans, et bien bâti, « J'aimerais que tu achètes des boîtes de conserve, disons 3 cartons. Je ne te l'ai pas dit, mais j'ai un demi-frère plus jeune qui mène une existence de vagabond. Il lui arrive parfois de venir crier famine à la maison. Je ne voudrais pas qu'il trouve la cuisine vide, tu comprends ?» Hermann comprend. Et Otto reste seul dans son grenier, avec pour tout viatique 3 caisses de conserve. Lorsque les voyageurs reviennent, les conserves ont disparu. La maison est vendue, et en janvier 1923, Walburga s'installe dans une autre demeure plus petite, plus tranquille et toujours munie d'un grenier. En juillet 1923, une information parvient au chef de la police de Los Angeles. Quelqu'un a vu au poignet de l'avocat une montre en or sortie de diamants. Celle-là même décrite dans le rapport de police. Le policier convoque l'avocat dont les explications ne lui paraissent pas claires. L'affaire rebondit dans la presse et un témoin se présente. C'est l'un des voisins de la nouvelle demeure de la veuve. Madame Oesterreich m'a donné un jour un pistolet de calibre 25. Elle m'a dit « Je ne veux pas le garder. C'est avec cette arme ou une arme semblable que l'on a tué mon mari. Faites-en ce que vous voudrez. Jetez-le si vous voulez. » Et vous l'avez jeté ? Non, je l'ai enterré dans mon jardin. Hélas, l'examen de l'arme ne montre rien. Il ne s'agit pas de l'arme du crime. Un autre témoin se présente au chef de la police. Madame Oesterreich m'a donné un jour un pistolet calibre 25 et vous l'avez jeté ? Oui, dans les égouts. Introuvable. Mais le chef de la police décide d'inculper la veuve, car c'en est trop pour lui. Walburga est donc en prison, et le policier se démène pour rechercher des preuves, car il n'en a toujours pas. Dans sa cellule, l'inculpé ne perd pas la boussole. À la première visite de son amant avocat, Hermann Shapiro, elle lui dit « Va à la maison, ouvre le placard de la chambre, gratte sur la paroi de gauche 3 fois. Un homme va venir, c'est mon demi-frère. Dis-lui que je vais bien et que je m'occuperai de lui. N'en parle à personne, c'est très important. » C'est ainsi qu'une étrange rencontre a lieu dans un placard d'une petite maison de Los Angeles. « Bonjour, je m'appelle Hermann Shapiro. »« Ah, bonjour Hermann. Walburga m'a beaucoup parlé de vous. Elle est en prison. »« C'est désolant. Vous savez que c'est une histoire stupide, je ne voulais pas le tuer. »« Qui ? Monsieur Oesterreich ? » ?»« Oui, j'étais dans le placard ce soir-là. Et je les ai entendus se disputer violemment. J'ai eu peur pour Walburga. J'ai décidé d'intervenir une bonne fois et j'ai eu raison. Il avait un pistolet dans la main. Nous nous sommes battus et l'arme est partie toute seule. 2 fois ? Oui, c'est stupide mais bien arrangé cette histoire, vous ne trouvez pas ? C'est moi qui ai imaginé l'inconnu. Et j'ai enfermé Walburga. J'écris des romans, vous savez, j'ai l'habitude. Mais qui êtes-vous ? Moi ? Otto Sonnenhuber. Je vis dans le grenier depuis des années. J'adore les greniers.
Vous pensez que Walburga va rester longtemps en prison? Elle me manque. Nous nous aimons depuis 20 ans, vous savez. Et nous ne nous sommes presque jamais quittés. Que faire? Herman Shapiro bondit chez un confrère avocat criminel et demande. Que faire avec ce type? S'il parle, elle sera condamnée. Le scandale est ma carrière. Je suis mouillé, moi. Qu'il disparaisse, qu'il déguerpisse de ce grenier et qu'on n'entende plus parler de lui. C'est la seule chose à faire. La police va perquisitionner. Si elle le trouve, et elle le trouvera cette fois, vous êtes tous les deux dans le bain. Exit le petit réparateur de machines à coudre devenu écrivain. Exit de son grenier à 40 ans, terrorisé par la menace d'aller en prison. On ne voit guère le changement pourtant. Cela a pour effet de bloquer Herman Clive, le chef de la police, dans son enquête si bien partie. Toujours pas de preuves. Il faut bien libérer Madame Oesterreich. 7 ans plus tard, en 1930, dans le bureau du nouveau chef de la police de Los Angeles, un homme entre, pâle et nerveux. « Je m'appelle Herman Shapiro. Je voudrais parler à Herman Clive, votre prédécesseur. »« Pourquoi des ennuis ? » ?»« Je suis menacé de mort. »« Par qui ? » ?»« Ma maîtresse. Mais c'est trop compliqué, je préférais parler à Herman Clive. Il connaît déjà le reste. » C'est ainsi qu'Herman Clive sortit de sa retraite pour conclure enfin l'affaire Oesterreich. À 60 ans, avec une vie bien remplie, Walburga avait encore le culot de menacer de tuer son amant Herman Shapiro s'il avait l'audace de la quitter. Il avait bien peur qu'elle le fasse. On retrouvera Otto, marié à une dactylo, vivant dans l'Oregon une existence paisible. Il avait raconté à sa femme qu'il était amnésique et avait oublié 20 ans de sa vie. Il fut jugé le premier et séparément. Il eut pour avocat le plus célèbre et le plus habile. On crut à son histoire d'homicide involontaire et il écopa de 3 ans. Mais la prescription dans ce cas-là était de 5 ans après les faits. Otto retrouva la liberté. Quant à Walburga, elle déclara au jury que si elle s'était prêtée à cette mise en scène, c'était pour ne pas étaler sa vie privée en public. Une vie privée qui ne se trouvait à l'aise que dans un grenier. Elle fut relâchée également pour les mêmes raisons. L'Amérique se régala à un moment des aventures de la belle Walburga, et les journaux brodèrent avec enthousiasme sur l'érotisme caché des greniers de Milwaukee et de Los Angeles. Puis, on oublia Walburga Oesterreich, qui, à 63 ans, reprit une petite vie dans sa dernière demeure. Il y avait là aussi, encore et toujours, un grenier.